Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Eva, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te rencontrer, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et sans plus tarder, je vais te demander, si ça ne te dérange pas, de te présenter, autant d'un point de vue perso que pro, en nous disant que ce que tu as envie de nous dire. Écoute, merci beaucoup Estelle pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec toi ce matin. Donc moi, je m'appelle Eva Bromberg, j'ai 28 ans. Je suis la fondatrice et directrice de la marque Cœur Paris, que j'ai fondée à l'âge de 19 ans. Je viens de me marier il y a 2 semaines avec mon amoureux depuis que j'ai 15 ans. Waouh, et c'est beau. Je sors un livre dans un mois. Ouais, on va en reparler. Voilà. Ouais. Alors, Cœur, K-E-U-R. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et comment tu as créé cette entreprise si jeune, finalement, parce que tu avais 19 ans. Donc, c'était il y a 9 ans et C'est ça presque 10 ans. Exactement. Ce qui est étonnant en soi, parce que quand même, c'est beau d'avoir toujours l'entreprise qu'on a créée à 19 ans. Je trouve ça beau. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le pourquoi du comment ? Bien sûr. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ma grand-mère avait trouvé, quand j'étais plus jeune, j'étais une enfant un peu hyperactive, on va dire. Et du coup, elle cherchait des moyens pour te calmer, pour me canaliser, on va dire. Canaliser mon énergie. Et elle m'a fait découvrir la broderie assez jeune. Et j'ai très vite accroché et j'ai jamais vraiment arrêté. Ok. Et donc, l'histoire a commencé comme ça. À l'âge de 19 ans, j'ai brodé un t-shirt pour mon amoureux, donc qui est maintenant mon mari. Et je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, j'ai créé une marque sans vraiment me rendre compte. Et au début, donc je brodais dans ma chambre après les cours, des commandes. Donc, l'idée de base était de broder ce que les gens avaient dans le cœur. Et donc, je brodais des messages. Au début, c'était des amis. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à broder des messages un petit peu aux 4 coins de la France pour des personnes que je ne connaissais pas jusqu'à des villes et des pays à l'international. Donc, l'histoire a commencé comme ça. J'étais donc toujours étudiante à l'époque et c'est devenu assez rapidement assez sérieux. Tu faisais quoi comme étude ? Alors, moi, j'ai fait une mise à niveau en arts appliqués juste après le bac. D'accord. Qui était super intéressante parce que du coup, j'ai appris plein de spécialités, l'architecture, le graphisme et le textile. Donc, ça t'aidait quand même ? Exactement. Et à la suite de cette mise à niveau en arts appliqués, j'ai commencé à créer Cœur Paris. Comme ça, un petit peu, pour m'amuser, on va dire. Et j'ai intégré le studio Berceau juste après la création de la marque. Je suis restée 2 ans. Et donc, c'est une école de stylisme et de modélisme. Donc, en parallèle. Tu continuais quand même à faire tes commandes. C'est ça. Okay. Je brodais toujours soit à la récré, soit le soir. Et en 2015, on a une collaboration avec Colette. Qui a plutôt bien fonctionné. En 48 heures, c'était sold out. Moi, j'ai appelé ma mère. J'ai cru que c'est elle qui avait tout acheté. C'était pas elle. Et la marque a un petit peu commencé comme ça. Et c'était vraiment le démarrage. Et j'ai eu la chance de pouvoir à la fois continuer mes études et en même temps développer Cœur Paris. Ça t'a beaucoup appris ce que tu as appris au studio Berceau ? D'ailleurs, on dit Berco ou Berceau ? J'ai jamais su. C'est Berceau ? Ouais, on dit Berceau. Mais beaucoup de personnes disent Berco. Ouais. Désolée. Donc, t'as beaucoup appris. T'estimes que t'as vraiment été enrichie par ça ? Ça m'a beaucoup appris. C'était super intéressant. Déjà, en termes de modélisme, c'est une école qui nous apprend vraiment à être assez libre, en fait. C'est pas... je sais pas comment trop le dire, mais tu vois, on nous pousse un peu dans nos retranchements et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est aussi, ça permet de rencontrer plein de personnes qui aujourd'hui travaillent plus ou moins toutes dans la mode, mais en tout cas, voilà.
Et pour la petite histoire, ça m'a permis aussi de recruter par la suite des brodeuses et de... Ah, c'est ça. Tu as trouvé entre guillemets, excuse-moi de parler Ouais, comme ça, mais de la main-d'œuvre au sens exactement. propre du terme. Ouais. C'est ça. On pourra peut-être revenir dessus par la suite, mais tu vois, c'est vrai que ça a été une grande difficulté pour moi de recruter des brodeuses depuis le début de la marque, parce que c'est pas forcément très facile à trouver. Et même par la suite, lorsque j'ai créé une formation de broderie, j'ai eu la chance de pouvoir demander aussi de l'aide à mes professeurs du Studio Berceau. Donc non, je trouve que ça a été une super formation. Et à la suite de Studio Berceau, j'ai eu la chance de pouvoir faire un échange qu'ils proposaient à San Francisco. Donc j'avais toujours Cœur Paris, mais que je développais à distance. Et j'ai fait une formation plutôt merchandising et marketing. Et là, en parallèle, le week-end et pendant les vacances, j'ai voyagé un peu partout aux États-Unis et j'allais, tu vois, avec mon petit catalogue de vêtements, parce que j'avais déjà commencé Cœur Paris avec mon petit catalogue et je toquais à la porte des boutiques et je présentais. J'ai appris par la suite que ça ne se faisait pas du tout comme ça, mais ça a un peu fonctionné. On s'en fout, c'est pas très grave. Au final, ça a donné quelque chose, non? Et ça a donné, j'ai réussi à avoir quelques boutiques, quelques influenceurs, etc. Donc voilà, et en 2018, fin 2017, je suis revenue à Paris et j'ai décidé de structurer la marque et de créer une vraie entreprise. Voilà. D'où tu tiens ça, Eva, selon toi, ce sens quand même du commerce? Parce que, tu vois, c'est relativement rare. Enfin, je comprends qu'il y a une passion qui te pousse à vendre ce que tu fais, etc. Mais est-ce que tu estimes avoir eu en héritage ce sens profond de... Parce que c'est rare quand même à ton âge d'aller toquer aux portes aux États-Unis dans des boutiques que tu connais pas. Enfin, tu vois, tu me dis ouais, ça se faisait pas, mais je trouve ça fantastique de l'avoir fait. Mais selon toi, pourquoi? Je pense que déjà, vu que j'étais assez jeune, je me rendais pas forcément compte. Oui, d'accord. J'avais une vraie naïveté et j'y allais vraiment au culot. Après, j'ai de la chance d'être entourée de parents qui m'ont toujours dit de faire des choses que j'aime et qui m'ont toujours aidée, qui m'ont épaulée. Mes parents m'ont aidée à livrer Colette quand il fallait faire un réassort. Ma mère. Ils étaient dans ce secteur-là, tes parents? Oui, mes parents Enfin, c'est des entrepreneurs. Dans la mode? Plus ou moins, mais okay. Oui, c'est lié. Dans ce secteur, ok. Mais en tout cas, ils m'ont toujours aidé surtout à... Moi, je connaissais honnêtement personne, mais ils m'ont par contre aidé à être entourée, que ce soit dans les galères, mais aussi m'aider au point de vue logistique, le nombre de fois on a fait des livraisons au bon marché avec ma maman le matin tôt, parce que... donc ça, j'ai eu beaucoup de chance. Et donc je pense que oui, et une naïveté, beaucoup de naïveté, je pense. Ou de la candeur, en fait. En tout cas, le fait de ne pas se sentir brimé ou bridé par quelque chose. Les galères, du coup, tu en as eu beaucoup, je suppose, en 10 ans, forcément. Qu'est-ce que tu as développé comme qualité pour aller contre ces galères, justement, ou passer outre? Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, ça va faire 10 ans que j'ai créé Cœur Paris. Et au démarrage, j'étais très jeune. Donc moi, j'ai tout de suite après l'école quasiment démarré cette entreprise. Et il y a quelque chose qui a évolué, c'est que c'est vrai, au démarrage, je prenais les choses très à cœur parce que j'avais pas forcément de recul. Et avec le temps, ça, c'est quelque chose que on apprend. On sait que de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. J'ai eu bien sûr beaucoup de galères, mais on apprend aussi que quand on sort de ces galères, on en sort plus fort. Et donc je pense que oui, vraiment prendre du recul. Vraiment. Et savoir s'entourer peut-être. Ouais, bien sûr. Oui. Parce que là, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent avec toi? Alors, j'ai une dizaine de personnes, sachant que cette année, on a fait un gros pivot dans la marque, parce donc il faut savoir que la marque a été à la fois au démarrage très centralisée sur la personnalisation et donc la personnalisation de messages, brodés, etc. Comme je te disais tout à l'heure, il a fallu très vite recruter des brodeuses parce que j'avais besoin, donc c'était des broderies faites à la main. Ouais. Ensuite, on a lancé des collections parce que les grands magasins sont venus nous voir. Donc, il fallait lancer des vêtements. Ils avaient besoin de vêtements, de collections. Donc, pareil, j'ai réfléchi, je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Donc, on vendait nos vêtements dans des packagings de nourriture. Donc, la marque a évolué comme ça. Et petit à petit, on a lancé d'autres projets qui ont pris de la place et qui me tiennent très à cœur. Donc, j'ai eu besoin, depuis 2022, de recruter beaucoup de brodeuses un petit peu partout en France. Ok. Donc voilà, mais c'est
c'est toujours resté une petite entreprise à taille humaine. Mais ça veut dire que tu as un réseau, je crois 300 brodeuses ou je sais pas, j'ai pas vu ça. J'ai pas encore 300 brodeuses. Non mais je sais pas, j'ai cru voir ce chiffre, mais peut-être que je me trompe complètement. Ah oui, je pense savoir à quoi tu fais. Parce qu'en fait, à travers l'école de broderie qu'on a lancée, on a alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus. On a formé plus de 400 brodeuses. Enfin, aujourd'hui, ce chiffre a un peu évolué, mais on a formé beaucoup de brodeuses. Et ça, c'est une vraie fierté. Enfin, je suis super contente. C'est quelque chose qui a démarré pendant le confinement. Donc moi, il faut savoir que c'est comme je te disais, ma grand-mère. Et pendant le confinement, on a reçu beaucoup. Donc ça faisait déjà un petit temps que la marque existait. On était plutôt marque de vêtements, etc. Et on a reçu beaucoup de messages de personnes qui étaient chez elles et qui s'ennuyaient et qui avaient envie de faire des choses de leurs mains. Et du coup, pendant le confinement, j'ai réfléchi à ces moments et on a créé une formation à la broderie qui s'appelle la Cœur Academy et qui existe sous 2 formats. Un format en présentiel où on donne des cours. On a des partenariats avec des hôtels dans lesquels on accueille la communauté Cœur Paris et on leur apprend à broder sur place. Et également un cours en ligne qui, lui, est donné par ma grand-mère. C'est génial. Et qui permet, tu vois, de donner des cours à des personnes qui ne sont pas à Paris. Et on vient de le traduire pour justement répondre à la demande internationale. Donc, magnifique. Donc du coup, oui, on a vraiment développé ça et en fait, on s'est rendu compte que, vraiment, il y a eu une vraie envie d'apprendre à le faire soi-même. Et moi, je trouve que ça a beaucoup plus de sens. C'est vrai qu'au démarrage de la marque, on était plus vu comme une marque de prêt-à-porter. Et aujourd'hui, moi, je trouve, j'ai eu pas mal de questionnements. Et tu vois, je trouve que ça a plus de sens de se dire, apprenons aux gens à broder. Apprenons aux gens à broder les vêtements façon cœur, mais eux-mêmes sur leurs propres vêtements ou les nôtres. Bien sûr. Et alors, 2 questions du coup me viennent à l'esprit. C'est première question, il y a donc une partie qui est en stock, c'est-à-dire que du coup, tu te retrouves quand tu revends au bon marché, enfin pour ne pas le citer, mais quand tu revends en retail, tu te retrouves à avoir du stock du coup, forcément. Non. Même pas ? Parce qu'on a toujours travaillé à flux tendu. Donc ils te commandent X pièces et toi tu les fournis. C'est ça, okay. Exactement. Donc on a toujours travaillé comme ça et du coup ça fait que et via la personnalisation et via les collections, il n'y a jamais eu de grosse production de stock. Nous, nos vêtements sont fabriqués au Portugal et ensuite on les brode selon les commandes. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a jamais eu de surstock. D'accord. Et du coup, deuxième question, tu n'as jamais automatisé le système, justement. C'est vraiment du brodage main. Alors, on a fait un petit peu de broderie à la machine, mais à Paris. D'accord. Ça nous arrive parce que parfois, on travaille avec des marques qui, par exemple, on a fait en 2018 une collaboration avec Uniqlo. Et c'était compliqué de proposer. Mais par contre, la chance qu'on a eue, c'est qu'on leur a demandé de broder à Paris, dans nos ateliers. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, c'était brodé à la machine, mais dans nos ateliers. Donc, il y avait une maîtrise de ta part. Enfin, tu supervisais l'ensemble. C'est pas fait, voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un aspect, on va dire, développement durable, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment on peut l'appeler ça, mais ou comment on peut appeler ça. Mais au final... tu as quand même, depuis 10 ans, veillé à ce que... tu étais d'ailleurs un peu précurseur là-dessus, c'est-à-dire que tu voulais que les choses soient faites de manière assez contrôlée, qu'il n'y ait pas justement de surproduction. Je pense que tu fais appel à des tissus qui sont relativement... Enfin, à des cotons qui sont quand même regardés, on va dire ça comme ça. Tu as eu 1000 collabs, je sais même plus. Enfin, honnêtement, c'est impressionnant. Tu as travaillé avec Louise Bourgoin il n'y a pas longtemps. Oui. Donc Uniqlo, on l'a dit. Il y avait donc alors attends, tout à l'heure tu m'as parlé de Jacadi, mais là c'est pas une collab au sens propre, si c'est une collab. Si on fait. D'accord. Ouais. On a eu Bon Point. Ouais, ça je sais, j'ai vu. Ouais, on a eu plein de collaborations et enfin je suis super chanceuse parce que Mais non, t'es pas chanceuse, tu le mérites. Colette, j'étais allée toquer à la porte et à partir de Colette. On a eu pas mal de propositions. J'ai eu à l'époque American Apparel, donc j'étais allée à Los Angeles dans les studios. La marque venait de démarrer. On a eu beaucoup de collaborations et ce qui est super, c'est que à chaque fois, c'est
c'est très intéressant parce que du coup, on travaille, ça m'apprend beaucoup de choses et en même temps, on a beaucoup de liberté. Avec Bonpoint, par exemple, l'idée de la collaboration, c'était de broder les vêtements Bonpoint. Donc, les clients viennent en boutique et demandent à faire personnaliser les vêtements. Sur et place ensuite, alors, Non. on fait sur place D'accord, ouais. via de l'événementiel et également dans notre atelier toutes les semaines, voilà, avec toujours un côté très humain puisque on écrit toujours, voilà, par qui ça a été brodé. Enfin voilà, un petit message. Les filles, il y a une époque, les filles aimaient beaucoup broder devant des films, donc elles brodaient dans des films, elles écrivaient devant quel film elles avaient brodé. Mais en tout cas, oui, j'ai eu beaucoup de collaborations et c'est une grande chance. Et j'ai énormément appris à travers ces collaborations. J'en ai fait, oui, plusieurs. J'ai eu aussi l'occasion de faire une collaboration avec un grand magasin à Tokyo. Donc, j'étais partie à Tokyo. Donc, ouais, non, c'est plutôt chouette. Mais tu sais, tu réponds pas si t'as pas envie de répondre. Mais moi, plus je t'écoute, et plus je me dis, mais comment tu peux gagner de l'argent? C'est-à-dire que, personnellement, quand on regarde objectivement, quand on regarde ton business model, même si j'ai pas parlé comme ça, on se dit, bah attends, c'est ultra personnalisé, c'est ultra tailor-made, c'est très niche. Donc forcément, je pense que je suis pas la seule à me poser la question, c'est comment tu tiens, quoi? Alors, tu vois, ouais, bien mais sûr. encore une fois, tu me réponds pas si c'est trop indiscret de ma part. Non, mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que tu as raison de le dire, c'est une entreprise que j'ai fondée dans ma chambre à 19 ans, entre guillemets. Voilà, je faisais ça en m'amusant. Les choses ont beaucoup évolué et ma vision de la marque aussi. Il y a des activités qui sont très rentables pour nous. Sûr. Et ce que je trouve super, c'est que déjà, j'ai fondé la marque seule, j'ai toujours autofinancé la marque. Donc, j'ai eu la liberté de aussi prendre les décisions. Et par exemple, tu vois, la partie personnalisation, aujourd'hui, elle est beaucoup plus centrée. On a beaucoup plus de partenariats B2B et on fait beaucoup moins de personnalisation en B2C. Parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est très chronophage. On ne veut pas l'arrêter et c'est pour ça qu'on a des périodes de l'année où on le met, notamment en fait, des mères, où on propose aux femmes, aux mamans par exemple, de faire broder des dessins d'enfants, etc. Mais on a surtout une grosse partie B2B. D'accord. Et beaucoup d'événementiels. Et la partie do it yourself qu'on a développée depuis 2020 qui a pris beaucoup de place. Et qui les ateliers, c'est ça? Les ateliers, mais aussi la vente de kits de broderie. C'est ça. On a développé des kits. Là, récemment, on a lancé un kit avec l'illustratrice Soledad Bravi. J'ai vu. Et ce qui est chouette, c'est que on peut proposer aux personnes de broder leurs vêtements avec des dessins de l'illustratrice. Et ça fonctionne très bien. C'est un produit qu'on a lancé un petit peu comme ça pendant le confinement et qui aujourd'hui fonctionne très bien. Donc non, honnêtement, on s'en sort plutôt bien. Mais c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que tu pars du cœur, au sens propre du terme, au sens où c'est ta passion. Et puis après, tu as trouvé des relais de croissance. Tu t'es pas cantonné à faire... oui. Voilà, peut-être que le message qu'on peut faire passer, c'est de dire, il y a ce qu'on aime faire, et puis après, il y a le fait de dire, je lâche pas ce que j'aime faire, mais je vais par contre essayer d'en faire quelque chose qui dure et qui tient sur la longueur avec des vraies rentabilités. Et souvent, on a un peu l'impression que, en tout cas, en t'écoutant, dans ce secteur-là, on a le sentiment que les gens veulent faire que ce qu'ils aiment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et se cantonnent à ce truc-là. Or, tu peux continuer à faire ce que tu aimes tout en ayant l'ambition quand même de faire des produits parallèles ou des déclinaisons ou d'essayer de te tordre un peu l'esprit pour aller faire tenir ton entreprise, justement. Bien sûr, mais tout en gardant toujours, tu vois, en gardant toujours en tête ses valeurs. Et tu vois, aujourd'hui, le projet, par exemple, de la transmission, je trouve qu'il a beaucoup plus de sens. Il se trouve qu'en plus, ça fonctionne bien et ça a vraiment pris. Mais en plus de ça, je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Tout à l'heure, tu parlais de conscience écologique. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça a beaucoup plus de sens aujourd'hui de transmettre aux gens, à la communauté, plutôt que de leur dire « venez acheter un t-shirt ». Bien sûr. Voilà. Ouais. Non, mais c'est évident. Et peut-être que tu as pu faire ça aussi parce que tu es restée seule chez toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es la seule actionnaire encore aujourd'hui? Oui. C'est beau. Franchement, bravo. Il n'y a personne. Personne. Même pas tes parents. Même pas mes parents. Waouh. Écoute, chapeau. Franchement, chapeau, c'est beau. Je suis curieuse de savoir d'ailleurs
Une chose, c'est est-ce que tu as le sentiment d'avoir vécu des échecs en 10 ans? Bien Pas sûr. vraiment? Bah Si? oui, oui. Enfin, j'ai bien sûr eu Des des, déceptions, on va dire des ça comme ça. déceptions. Mais derrière, avec du recul, bah, je trouve que les galères, voilà, Ça fait partie du truc et c'est ça fait, sympathique c'est finalement. ça. Mais c'est aussi important, je pense, de dire aux gens que oui, l'entrepreneuriat, c'est pas tout rose. Moi, bah, c'est vrai que comme j'étais assez jeune, c'est l'âge où mes copains, ils sortaient. Voilà. Moi, j'avais des problèmes un peu différents que les leurs, mais c'est un petit peu mon école de la vie. J'ai vraiment tout appris avec. Et oui, il y a eu des galères, mais je pense que ça a été très formateur et ça fait partie du truc. Bah, d'autant que ça t'aide à faire plein de trucs différents. Enfin, tu voyages, tu rencontres des gens différents tout le temps. Les collabs, on vient souvent te chercher peut-être. Ou c'est C'est toi vrai qui que les déclenches. ouais, bah Maintenant, on vient te chercher en fait. ouais. Ouais. Et même, tu vois, ça peut être typiquement, tu parlais de Louise Bourgoin, ça a été une vraie rencontre. En fait, je lui avais brodé. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de placements influenceurs, mais en 10 ans, je n'ai jamais, ça peut paraître peut-être étrange, mais je n'ai jamais payé un influenceur. En fait, j'ai toujours été donné des t-shirts aux personnes que j'aimais. Mm. Tu vois, j'avais été au défilé Jacquemus à l'époque et j'avais une fausse invitation sur Photoshop. Et c'était au tout début et j'étais, je sais pas comment, j'étais allée dans les backstage et j'avais réussi. Il m'avait dit, ça va, t'as pas trop galéré à venir. Je lui ai dit, bah en fait, j'ai fait une fausse invitation. Et l'année d'après, et il se trouve qu'il avait aimé le t-shirt et qu'il l'a porté, etc. Plein de personnes comme ça, Léna Situation, Sophie Fontanelle, en fait. Bien sûr. Et du coup, c'est des rencontres, enfin, en plus, à chaque fois, c'est quelque chose de très personnel. Bah, c'est un Bah, produit bien qui est sûr. fait sur mesure, personnalisé, etc. Et Louise Bourgoin, il y a quelques années, je lui avais fait un t-shirt et, euh, et il y a 2 ans, elle m'envoie un message, oui, j'aimerais bien faire quelque chose. Donc elle est venue à mon bureau et on a beaucoup échangé. À la fin, on s'est dit, faisons une collaboration. Et le lendemain, elle est arrivée avec un carton avec tous ses dessins. C'est vrai qu'elle a du talent, hein. Moi, j'ai Euh, regardé ce qu'elle faisait. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est franchement, et avec beaucoup de dessins. Et vraiment, enfin, on a eu un vrai coup de cœur. C'était une collaboration vraiment agréable à faire. En plus, on avait décidé de donner les bénéfices à l'association qu'avait choisi Louise et Cœur Paris. Donc, il y avait 2 associations, l'association Mama et la Fondation des femmes. Mhm. Et du coup, non, c'est une super collaboration. C'était numéroté, donc tu vois, c'était une petite collaboration, Mhm. mais qui a très bien fonctionné. Et qui est vendu uniquement sur Internet, du coup? Celle-ci était Ouais, vendue uniquement sur d'accord. Internet. Parce qu'en termes de revente, toi, tu es majoritairement sur le digital quand même. C'est ça, D'accord. exactement. Et on fait des pop-up. On travaille régulièrement avec le Bon Marché, les grands magasins, Galeries Lafayette, Mais tu as Printemps. une boutique quand même physique, c'est-à-dire qu'il Oui, y a c'est quand ça. même quelque chose Mais de c'est pas physique. vraiment Mais c'est pas une boutique au C'est sens ça. propre, C'est c'est un plutôt un atelier. atelier pour D'accord. voir, voilà. Mais on peut acheter des choses si on vient chez toi? Ouais, mais Ouais. Mais c'est pas fait pour ça. c'est pas vraiment l'idée. Et D'accord. c'est aussi pour ces ateliers aussi qu'on a beaucoup développé. Donc là, il se trouve que comme les ateliers demandent beaucoup de place, on a besoin d'avoir plus de personnes, on travaille plutôt en partenariat avec des hôtels. Mhm. Et voilà, mais c'est vrai que nous, c'est plutôt une présence sur le digital et quelques magasins. Mhm. Et dans les grands magasins, généralement, on essaye qu'il y ait une brodeuse sur place, tu vois, Oui, bien pour sûr. montrer, transmettre et montrer que c'est pas Bien fait sûr. n'importe comment. Bien sûr. Je suppose que la Eva il y a 10 ans et la Eva d'aujourd'hui, tu penses qu'elle a beaucoup changé, qu'elle a... euh, Comment tu t'analyses rétrospectivement? Parce que c'est marrant, vous êtes deux, et c'est un hasard complet, mais j'ai interviewé il y a pas longtemps une jeune femme comme toi qui a créé son entreprise il y a à peu près 10 ans. Et je suis toujours curieuse, et c'est rare aujourd'hui. Enfin, finalement, dans les médias, on entend beaucoup de gens qui montent des trucs, et puis, enfin, toute mesure gardée, mais au sens où on s'intéresse, on va dire, un peu plus aux gens qui sont visibles et moins aux personnes qui sont là depuis 10 ans, quoi. Bon, tout simplement parce que l'entrepreneuriat, je pense, elle va en poupe depuis un peu moins de temps. Voilà, mais 10 ans, c'est une vie. Tu as forcément eu le sentiment d'avoir évolué, toi, en tant que femme, mais aussi en tant qu'entrepreneuse. Quelles ont été les grandes évolutions, en fait? Quelles sont les grandes différences que tu vois entre la Eva d'avant et la Eva d'aujourd'hui? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, bah oui, forcément, il y a plein d'évolutions. Euh,
il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai plus la même perception même de la mode. Après, je pense que oui, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est très important de s'entourer, même dès qu'on peut recruter. C'est une chance, mais c'est important parce que voilà, surtout quand on entreprend seul, on vit à la fois les joies, mais aussi les peines seul. Donc ça, c'est particulier. J'ai pas d'enfant, mais j'imagine que c'est un petit peu comme élever un enfant tout seul. Enfin, Bien en sûr. tout cas, voilà, il n'y a pas de garde alternée. Donc c'est un vrai marathon mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai gardé, enfin, les valeurs, tout ça, c'est toujours présent et je pense que c'est important. Mais bien sûr, il y a ma vision des choses à évoluer. Voilà, je viens de me marier. Enfin, l'histoire a grandi en même temps que moi presque. Mais en tout cas, je suis. Enfin, mais on peut pas s'en séparer de ce genre d'entreprise finalement. C'est compliqué. Enfin, même si tu vas faire peut-être d'autres choses dans ta vie, je me mets un peu à ta place et je me dis, mais je sais pas. Enfin, c'est difficile d'arrêter quelque chose. Et puis surtout quand on est une femme, j'ai un peu le sentiment qu'on a une espèce de rapport à la structure qu'on a montée, mais quelle qu'elle soit. Hein. Enfin, tu vois, moi je te parle par exemple de mon podcast. J'envisage pas de l'arrêter parce que s'il fait partie de moi. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu bizarre où tu te dis, bah, alors j'ai un peu le sentiment que les hommes, ils sont un peu plus détachés de ça. Enfin, quoique non, peut-être pas. En fait, peut-être que je me trompe en disant ça, mais bon, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué de se projeter sans sa structure une fois on a grandi avec, en fait, tout simplement. D'autant qu'en plus que tu m'as dit que ton mari était ton amoureux depuis tes 15 ans, donc tu es quelqu'un d'assez fidèle. Eva, j'aimerais bien qu'on discute de ce fameux livre que tu vas sortir. Je suis ravie, j'ai quand même une espèce de fraîcheur incroyable qui sortira dans un mois. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bien sûr. De ce livre qui s'appellera Cœur, je suppose. C'est ça, c'est un livre Cœur et qui est donc qui s'appelle Le Livre à broder. Il y a quelques mois, les éditions Marabout sont venues nous chercher Ça m'étonne pas d'eux. en nous indiquant qu'ils souhaitaient faire un livre. Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que c'est vrai qu'il existe beaucoup de livres. Beaucoup de livres pour apprendre à broder, enfin des livres sur la broderie. Et donc on a essayé un peu de challenger et donc on a créé un livre qui est donc un livre un peu spécifique puisque c'est un livre dont les pages se brodent. C'est génial. Et qui est vendu en fait avec le matériel, donc les fils et les aiguilles, etc. Et qui permet d'apprendre à broder au fil des pages. Donc c'est un livre que j'ai coécrit avec ma grand-mère, elle m'a beaucoup aidée. Et en fait, on apprend dans la première partie du livre donc il y a une partie sur l'histoire de la marque. Ensuite, il y a une partie pour apprendre les bases de la broderie, donc les points, et ensuite des motifs de la marque Heurpré qu'on peut broder à travers le livre. Et je trouvais ça. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils ont été très chouettes. Ils m'ont laissé vraiment une carte blanche. Et c'est un moyen, voilà, je trouve intéressant d'apprendre à broder pour des personnes, voilà, même en achetant ce livre dans une gare, ou voilà, enfin, ça peut toucher un peu tout le monde et je trouve ça intéressant. Mais c'est génial. D'autant que dedans, tu racontes quand même un petit peu des choses sur ton histoire, sur l'histoire de Cœur, etc. Enfin, je suppose qu'il y a un peu de rétrospective quand même, quoi. Exactement, c'est ça. À la fois une rétrospective et à la fois le côté transmission, les petits tips de ma grand-mère et quelque chose de, voilà, assez humain et voilà, et sa sœur pile dans un mois, donc c'est génial. C'est assez, félicitations. Eva, est-ce que tu as des conseils? Je sais que c'est un peu bateau comme question, mais en même temps, tant pis, allons-y. Est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes femmes qui sont dans ton secteur, ou des jeunes hommes d'ailleurs, mais voilà, qui veulent démarrer, on va dire, dans ce secteur? Mais toi, t'es pas dans un secteur finalement, parce que tu es à la fois très enfin, certes, c'est la mode au sens général, mais pas tant que ça finalement. Ouais. C'est plutôt de l'artistique, c'est plutôt de la personnalisation, etc. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à des jeunes comme toi, il y a 10 ans, qui veulent se lancer maintenant sans avoir fait forcément d'études, parce qu'à 19 ans, tu n'avais pas non plus 10 ans d'études derrière toi? Déjà, je pense qu'il faut... c'est sûr je pense qu'on ne nous attend pas. Enfin,
Donc, Jamais. donc il faut se faire sa place, entre guillemets, soi-même. Et donc, il faut pas avoir, entre guillemets, peur et aller un petit peu au culot. Ça, je pense que c'est important. Mais c'est important ce que tu dis, faire sa place, parce que souvent les gens disent je suis alignée, j'ai trouvé ma place, etc. Mais en fait, il faut se la faire, sa place. Ouais, je pense. Et peut-être même que voilà, c'est un, comment Ah dire, oui, oui, ça fait un voilà, effet boule de neige c'est ça. positif, quoi. Et donc ça c'est important de s'entourer, Mm, c'est très important. Et même de s'entourer même de que son cercle proche, voilà, c'est moi j'ai eu la chance d'avoir un copain qui m'a connue avant Cœur Paris et Il t'a pendant. aidé? Il t'a aidé pendant les... Ouais. Alors, il se trouve que mon copain fait quelque chose de totalement différent parce qu'il est en médecine, mais il Il m'a t'a soutenu aidé, il m'a beaucoup mentalement, soutenu. bien Et sûr. puis, bah, c'est sûr que voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que voilà, l'entrepreneuriat, bah, tu connais, c'est Mm, voilà. mm, mm. Donc, s'entourer, c'est très important, avoir un cercle proche qui est bienveillant et, euh, et s'amuser. Enfin, Bien sûr, aimer ce qu'on fait. voilà, c'est ça. Enfin, toujours Aimer, garder la flamme. c'est ça. C'est important, je pense. Mais ça se travaille, tu Oui, vois. ouais. Comme tu disais, enfin, ça nous tombe pas dessus. C'est-à-dire que même une passion, on peut se perdre dedans, on peut parfois perdre un peu l'envie, la fougue. Et c'est vrai que c'est important de se dire qu'on part d'une base qui est certes, bah pour toi, c'était l'amour de la broderie, c'était une passion, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu es allé chercher quand même des choses qui faisaient en sorte que tu alimentes ta propre flamme. Ouais. Et ça, c'est pas forcément évident. Quand on a 10 ans d'entrepreneuriat derrière soi, parfois on peut sentir un petit frein, on peut Mm. sentir une lassitude, une espèce de train-train Ouais. qui peut être... là, je m'adresse à des gens qui ont peut-être ce sentiment-là. C'est vrai que, bon, parfois on peut avoir le sentiment d'avoir tourné en rond, d'avoir fait le tour, etc. Mais en fait, non. C'est-à-dire que c'est un peu la leçon du truc, c'est de se dire, bah, d'une part, on peut toujours creuser, on peut toujours essayer de se poser des questions, de s'enrichir des points de vue des autres, de son entourage, bien entendu, mais Bien sûr. également de se dire, bah, peut-être que j'ai d'autres choses à créer, peut-être que j'ai d'autres projets à lancer, mais c'est pas pour autant que je vais laisser tomber mon premier projet, quoi. Exactement. Donc, non, mais ça, c'est très important aussi de le souligner parce que on pense que l'entrepreneuriat, c'est fait pour durer 3 ans. Enfin, on pense. On est un con, mais ce que je veux dire, c'est Mm. qu'on a tendance à croire que une boîte, bon, bah, c'est, on la crée, on la revend et puis on fait autre chose. Mais non, on peut garder son cœur business et puis se dire, bah, je vais créer d'autres choses en parallèle et toujours alimenter ce que j'aime faire. Donc, félicitations parce que je pense que tu en es un bon exemple. Tu vois. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de cœur dans l'avenir? Enfin, tu as des projets concernant cœur dont tu peux nous parler à part le livre? Bah, Donc toujours des collaborations, je suppose, forcément. on a des collaborations, des jolies collaborations qui vont arriver. Et on souhaite vraiment développer cette mini école de broderie. Là, on va lancer des cours en présentiel dans plusieurs villes de France. Mhm. Donc ça, c'est un vrai projet. Le cours en ligne va être donc de ma grand-mère va être très prochainement Mais à traduit quel âge dans ta grand-mère? ma grand-mère. Alors moi, je ne C'est demande pas pas l'âge possible. de ma Ah grand-mère. pardon, alors ok. Mais je suis un très C'est une mauvais grand-mère. exemple. On me l'a donné il y a pas très. Mais Peu importe, c'est elle pas grave. est, elle est, L'essentiel, c'est que Dieu en lui tout donne cas, longue vie. elle est très, Vive. elle est très vive. Mm. Elle est assez incroyable et elle a Bah, tu l'entretiens jeune aussi, une- certainement. En la sollicitant. mais elle est vraiment, ouais. Je trouve ça fantastique quand même. Ouais, c'est vraiment super de pouvoir partager ça C'est avec. génial, ouais. Donc, Ok, donc on on continue va avec ta traduire grand-mère. son cours en chinois, japonais, etc. Donc elle est très contente. Et voilà, C'est donc génial. pas mal de jolis projets et beaucoup autour de do it yourself et de la transmission qui vont être encore plus développés dans les prochains mois. Magnifique. C'est ça, parce que le marché de la personnalisation, on en parle depuis déjà longtemps, mais je pense que c'est encore de l'avenir. Honnêtement, enfin, plus je t'écoute et plus je me dis que on pensait que c'était une phase, mais finalement, je pense que ça va s'inscrire sur la durée. T'en penses quoi, toi? Ouais. Ouais, je pense que oui, parce que enfin il y a un truc très oui unique, enfin quelque chose de voilà de et à la fois moi je pense que oui la personnalisation il y a eu un effet en effet ces dernières années Un effet de mode. un effet voilà un petit peu partout tout le monde personnalisé. C'est forcément une mode qui va quelque chose qui va évoluer, mais ça restera. Enfin, quand on y pense, à l'époque, même à l'époque de mes grands-parents, ils Bah, bien sûr. brodaient dans les poches de leurs vêtements, Bien sûr. voilà, ou des choses comme ça. Donc,
je pense que oui, c'est quelque chose qui est assez intemporel. Avec un retour en plus des gens qui... Enfin, je pense que les gens vont avoir de plus envie de faire des choses avec leurs mains. C'est ça. Donc, je crois qu'on le ressent tous. Moi, la première, donc je t'ai dit, dès que tu fais des ateliers en dehors du samedi, je suis preneuse, donc j'ai hâte. Eva, je finis toujours mes interviews par les mêmes questions. T'es pas obligée de répondre. C'est un coup de cœur et un coup de gueule. Est-ce que t'en as ? Alors, un coup de cœur, je pense à... Alors, je sais pas si tu connais Shlomo Selinger. Si. Qui est un artiste sculpteur qui a donc 95 ans. Je le connais, bien sûr. Rescapé des camps de la Shoah. Et qui a été amnésique pendant 7 ans suite au camp de concentration. Et qui, lorsqu'il a retrouvé la mémoire, a décidé de sculpter et de dessiner pour justement ne jamais oublier. Bon, il se trouve que Shlomo Selinger est le grand-père de mon mari, donc je le connais plutôt bien. Et c'est quelqu'un d'incroyable, vraiment très très admirable. Il organise toujours aujourd'hui des visites dans son atelier, parce qu'il n'arrive pas à arrêter. Donc il organise des visites dans son atelier où il montre à travers ses dessins et les sculptures toute l'histoire de la Shoah, mais pas que. Et pour te donner un exemple, là pour notre mariage, il nous a fait un dessin alors qu'il ne voit plus que d'1/10 de son œil. C'est un message d'espoir incroyable et je trouve que c'est un vrai coup de cœur. Ouais, voilà. Tu me fous la chair de poule. Eh ben écoute, magnifique, ok. Donc j'aurais du mal après ça à me dire un coup de gueule, tu vois. Difficile d'enchaîner sur un coup de gueule. Voilà, peut-être que puis j'en ai pas. T'en as pas. Tu m'as pas l'air d'avoir de la personnalité à pousser des gueulantes. Eva, tu vas ajouter quelque chose Non, merci beaucoup, j'étais ravie de... Mais moi aussi, en plus, j'ai eu un beau cadeau que je vais photographier tout de suite, tu vois. Et bravo pour ces très beaux bureaux, super. Merci Eva, à bientôt et écoute, longue vie à cœur. Merci à toi. Bye bye. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, "It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply.